Bonjour et bienvenue dans une autre capsule du colloque Persis. Je suis Timothée du DJ Hub. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Menguel, stagiaire postdoctoral à l'UQTR. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Timothée. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Ouais. Merci d'avoir accepté de venir à notre micro pour discuter de l'entrepreneuriat, de la diversité, qui est un peu la thématique, si on veut, de tes études en ce moment, Oui, de postdoctorant. Félicitations d'ailleurs de te rendre jusque-là. C'est assez... merci. Donc, en fait, avant qu'on commence à parler de ça, peux-tu me parler un peu de toi? C'est quoi justement ton parcours et qu'est-ce que tu as étudié avant d'étudier ce que tu étudies en ce moment? Moi, je m'appelle Jean-Pierre Mengele, pas Menguel. Oh, Mengele. Ouais. Je suis camerounais d'origine. Ça fait 8 ans que je suis au Québec. Justement, je suis venu pour des études de doctorat. OK. Donc, moi, j'ai un parcours académique un peu atypique. Donc, j'ai fait des études de lettres au secondaire. À l'université, j'ai étudié l'économie jusqu'au bac. OK. Et puis, en maîtrise, je me suis spécialisé dans la finance internationale. Ouh. Et puis, au doctorat, j'ai viré vers les PME. OK. Donc, ma thèse portait justement sur la gestion des risques à l'exportation des petites et moyennes entreprises. Mhm. Donc, où je montrais un peu que lorsqu'elles exportent, elles sont confrontées aux risques. Et dans ma thèse, je propose un outil qui leur permet de gérer les risques à chaque étape du processus d'exportation. Très intéressant. Une fois que j'ai terminé ma thèse, et le professeur Saint-Jean-Étienne, il m'a contacté pour que je puisse continuer avec le postdoctorat. OK. Parce que pendant ma thèse, je travaillais déjà sur un projet avec un organisme qu'on appelle Entreprendre ici, Ouais. qui accompagne les entrepreneurs issus de la diversité, donc généralement les immigrants. Donc, il leur accorde des financements et nous, on travaillait comme évaluateurs de ces bourses de là. Donc, nous, on recevait les dossiers de candidature, on évaluait et on l'a fait. Moi, je l'ai fait pendant pratiquement tout au long de mon parcours doctoral. OK. Ça fait que j'ai maîtrisé quand même un peu cette clientèle-là, les dossiers des bourses d'honneur, de la diversité. Et le professeur Saint-Jean m'a proposé donc de faire un postdoc pour travailler un peu, pour comprendre un peu davantage, est-ce que ce financement qu'on donne à ces entrepreneurs issus de la diversité, est-ce que ça apporte vraiment un impact positif dans leurs projets entrepreneuriaux? Qu'est-ce que ça signifie justement quand on parle d'entrepreneuriat, de la diversité? On parle de quoi? Bon, dans l'entrepreneuriat, la diversité, c'est naturellement l'entrepreneuriat, Ouais. mais qui concerne des personnes issues de la diversité ethno-culturelle au Québec. Donc, on parle de toutes ces personnes-là qui ne sont pas nées au Québec, mais Ouais. qui sont venues par le processus d'immigration. Donc, à l'intérieur, on a la population blanche, donc des Français, qui sont considérés comme des gens issus de la diversité. On a des Noirs, on a des Latinos, on a des Arabes. Donc, toutes ces personnes-là qui ne sont pas comme Québécois d'origine, donc on les classe dans la diversité ethno-culturelle. Donc, on étudie comment est-ce qu'elles font pour s'intégrer au Québec, mais pas le processus entrepreneurial. OK. J'imagine que vous étudiez aussi les défis, les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés. Ouais. Peut-être même des fois les avantages. Puis justement, c'est quoi les défis pour les entrepreneurs de la diversité? Mais il y a plusieurs défis. Comme on le voit dans le cadre de ce colloque PSI, on voit que on va orienter l'entrepreneuriat dans les régions. C'est que beaucoup de personnes issues de la diversité, elles s'installent naturellement dans les grandes métropoles Montréal, Québec. Ouais. Donc, généralement, elles seront confrontées aux défis. Premièrement, le premier défi, c'est l'accès aux ressources justement de l'environnement. Ouais. Étant donné que c'est des gens qui ont déjà un bagage culturel de leur pays d'origine, donc il faut faire l'adaptation par rapport à comment est-ce que l'entrepreneuriat s'est fait au Québec. Ouais. Donc, s'adapter à l'écosystème, s'adapter au mode de fonctionnement, s'adapter à la manière dont vraiment ça se procède. Donc, le premier défi, c'est ça, l'intégration dans le système. Deuxième défi, l'accès aux ressources, notamment les ressources non financières. Ça peut être étonnant parce qu'on pense souvent que les premières difficultés des entrepreneurs, c'est d'avoir l'argent. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est d'abord les ressources non financières, donc tout ce qui est accompagnement, mentorat, accès à la formation. Donc, c'est ça vraiment les premiers défis auxquels ces personnes sont confrontées. L'argent vient comme vraiment en dernière position là, de ce qu'on observe. Ouais. OK. Je suis surpris. Ouais. Puis est-ce que c'est quoi les caractéristiques des entrepreneurs de la diversité qui décident de s'établir en région? Oui, ce qu'on constate, c'est que c'est généralement des gens qui ont un certain âge, à partir de 35 ans en montant. Donc, OK. on a vraiment peu de jeunes qui se lancent et ça peut s'expliquer parce que c'est des gens qui généralement sont établis. En moyenne, les entrepreneurs qui s'installent en région, on voit qu'ils sont quand même à partir de 15 ans d'établis au Québec. Donc, c'est des gens qui sont arrivés à moyenne il y a de cela 15 ans. Donc, ils ont eu le temps d'étudier l'écosystème, de comprendre comment ça se passe et tout. De bien s'installer. De bien s'installer. Ouais. Donc, c'est ceux-là qu'on voit vraiment qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Maintenant, ceux qui partent en région,
C'est aussi des gens qui déjà ont une première attache dans ces régions-là, qui ont peut-être eu des difficultés à s'installer dans des grands centres urbains, Montréal, Québec. Mhm. À ce moment-là, ils vont se diriger vers des régions. Donc, généralement, c'est soit l'un des conjoints qui s'est installé dans ces régions-là, peut-être Ouais. pour des raisons professionnelles, et puis l'autre conjoint va suivre. Maintenant, lorsqu'ils s'installent, ils vont essayer de se lancer en entrepreneuriat. Mais là, on étudie, lorsqu'on regarde un peu les secteurs dans lesquels ils se lancent, on voit que c'est généralement des secteurs d'activité pour répondre à la demande de la communauté, donc de leur communauté. Si on prend par exemple des personnes issues de la diversité africaine, lorsqu'ils vont s'installer en région, on remarque que les projets qu'ils vont lancer, c'est plus pour répondre aux besoins de la communauté africaine dans ces régions-là. Ça va Hmm. peut-être être une épicerie, peut-être un barbier, un salon de coiffure, Un ça peut être un restaurant. restaurant justement. Donc, c'est pour vraiment répondre à la demande des personnes de la communauté installées dans les régions. Donc, c'est Hmm. ça qui les pousse là. On est toujours d'ailleurs content à Shawinigan quand on voit des, En des effet. restaurants s'établir. En effet. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement entrepreneurial qui est destiné spécifiquement aux entrepreneurs issus de la diversité? Oui, l'offre est diversifiée, il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité ne sont pas au courant de Que ça cette offre qui existe. existe, Ouais. effectivement. C'est la raison pour laquelle un organisme comme Entreprendre ici est vraiment salutaire, parce que ça fait quand Mhm. même un bon nombre d'années qu'ils sont là. Donc, parmi les acteurs, naturellement, il y a les acteurs qui accompagnent dans le financement. Ouais. On a par exemple Evol qui donne des financements pour les entrepreneurs issus de la diversité. Ouais. On a Entreprendre ici qui chaque année distribue 24 bourses d'un montant de 25 000 aux entrepreneurs de la Wow. diversité. Donc, c'est un financement qui vient du ministère de l'économie et de l'énergie et de l'innovation. Donc, chaque année, il donne. On a d'autres acteurs qui sont vraiment basés plus à Montréal. Parce que OK. ça, c'est aussi l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est que la plupart du dispositif d'accompagnement qui existe pour ces entrepreneurs-là sont vraiment beaucoup plus basés dans les grandes métropoles. On a peu, on a peu de dispositifs dans les régions et OK. ça, on l'observe. Moi, j'ai par exemple travaillé sur la côte nord. On se rend compte du fossé vraiment qui existe en termes de dispositifs par rapport à quelqu'un qui est à Québec, par rapport à quelqu'un qui est à Mhm. Montréal. Et lorsqu'on regarde aussi les candidatures sur les bourses de que donne Entreprendre ici, on se rend compte que la plupart des candidatures viennent vraiment des deux pôles, Montréal-Québec, et on a peu de candidatures qui viennent des régions éloignées, comme la Côte-Nord, le nord du Québec, la BTB. On n'en a pas beaucoup parce que l'écosystème entrepreneurial dans ces régions-là n'est pas assez fourni. Mais par Hmm. contre, dans le sud, c'est vraiment diversifié, sauf que beaucoup d'entrepreneurs de la diversité ne sont pas au courant. Donc, l'un des défis, c'est vraiment de vulgariser, de les informer de ce qui existe. Et ça, c'est l'une des missions de Entreprendre ici. J'imagine aussi qu'il doit y avoir des partenaires comme le SANA qu'on a ici, le Oui, service d'aide aux nouveaux oui. arrivants, qui, j'imagine, peut être des fois une porte d'entrée ou qui va au final faire mailler, si on veut, ou référer vers ici entreprendre, des choses comme ça. Oui, en effet, on a le SANA dans la Mauricie, dans la Côte-Nord, c'est par exemple Immersion OK. qui le fait aussi. Donc, en fonction de la région où on se trouve, on peut avoir ce service-là qui existe. Maintenant, la difficulté, c'est au niveau de l'outillage justement de ces services-là. C'est sûr que le SANA dans la Mauricie, ils sont beaucoup plus équipés Mhm. par rapport peut-être à un organisme comme Immersion qui se situe à la Côte-Nord, qui n'ont pas suffisamment de ressources pour accompagner ces entrepreneurs-là. C'est d'autant plus que parfois, c'est lorsque ces entrepreneurs veulent vraiment lancer leur projet, ils ne savent pas toujours vers quelle porte aller cogner. Donc, Hmm. mais on voit aussi qu'il y a la SADC qui fait aussi un bon service. Oui. Oui, la SADC qui sont quand même représentés dans les régions. Donc, ils font un bon service, mais parfois, ils vont toujours aller référencer vers des organismes qui sont un peu plus vers les métropoles. Donc, et ce n'est pas toujours évident pour les entrepreneurs qui sont installés en région de se déplacer pour venir à Montréal, à Québec, pour bénéficier du service qu'ils leur offrent pour leur projet entrepreneurial. Est-ce que tu sens qu'on s'en va dans la bonne direction, cela dit, au niveau des services qui sont offerts dans les régions? Moi, je constate en fait que beaucoup depuis la pandémie, on a beaucoup de gens issus de la diversité qui viennent s'installer à Shawinigan. J'imagine que c'est une réalité qui est similaire dans les régions qui ne sont pas trop éloignées comme, mettons, la Côte-Nord et tout. Là. Mais est-ce que vous sentez que les services s'adaptent en fonction de cette nouvelle réalité-là? Oui, on l'observe quand même, on l'observe.
Il y a un phénomène, ça peut paraître timide, mais qui se développe au fil du temps, vraiment de la régionalisation de l'immigration. Ouais. Ça, on l'observe vraiment. Je vais encore prendre l'exemple de la Côte-Nord parce que c'est une région où j'ai beaucoup travaillé. Lorsqu'on prend une ville comme Bécomo, on peut voir quand même qu'il y a de plus en plus une population immigrante qui est installée, elle est diversifiée. Et on voit aussi un élan entrepreneurial qui prend corps. Et là, au niveau des services, il y a de l'adaptation. Je te prends un exemple. À Bécomo, on a observé qu'il y a comme des services de garderie qui sont vraiment comme orientés vers les personnes issues de la diversité. Ça veut dire que leur clientèle principale, d'abord, c'est ces personnes-là. Parce qu'ils savent que c'est une clientèle qui ne trouve pas souvent facilement une garderie pour leurs enfants. Donc, Qui vont avoir des besoins différents. Des fois, justement, il est privilégié. Donc, c'est une forme d'adaptation justement qu'ils sont en train de faire pour maintenir ces personnes en région. Parce que ce qu'on a souvent observé, c'est que lorsque ces personnes arrivent et qu'ils ne trouvent pas justement ces services-là, alors ils vont retourner, ils vont rentrer peut-être à Montréal ou à Québec parce que ça a été difficile, leur intégration. Donc, ça, c'est un exemple que je donne pour montrer que vraiment, il y a comme une adaptation qu'on voit. Il y a des services qu'on ouvre. Par exemple, la Côte-Nord, ils ont comme lancé un concept Manicouagan, terre d'accueil. On voit qu'ils ont développé comme une sorte de bouquin qui explique un peu tout le processus d'intégration, de l'arrivée vraiment jusqu'à dès que la personne commence à travailler. On explique c'est quoi les lois du Québec, comment ça fonctionne, peut-être pour les garderies, le système scolaire, le système des retraites, bref, toute l'information qu'un citoyen devrait connaître. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est la première région que j'ai vue au Québec qui a proposé un document pareil. Donc, fait que la personne qui le lit, il le comprend, ben, c'est facile pour lui de s'intégrer. Donc, il y a des services comme ça qui se développent pour vraiment faciliter l'intégration en région des personnes issues de la diversité. En espérant que les autres régions emboîtent le pas, c'est vraiment une belle initiative. Bien sûr, on le souhaite. Eh bien, je te remercie, Jean-Pierre, d'être venu nous parler justement de l'entrepreneuriat de la diversité. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette belle capsule. Donc, sur ça, je te souhaite un bon colloque PERSEIS, puis un bon post-doctorat également. Merci beaucoup, Timothée. Merci aux auditeurs. Salut. Salut.